Un père attend l'été avec impatience. Cela fait des années qu'il n'a pas vu ses 4 enfants. Il prépare leur venue, billets d'avion, activités, dossiers médicaux. Il ne sait pas encore qu'ils sont déjà morts. 6 corps. 4 enfants. Retrouvés en décomposition dans un appartement, après des semaines de silence. Les 2 femmes responsables ne seront jamais jugées. Elles se sont donné la mort après avoir commis l'impensable. Aujourd'hui, on reconstitue, message par message, comment cette tragédie a été planifiée dans les moindres détails. Et la découverte, nous sommes à Mechanicville, une petite ville de l'État de New York, au nord d'Albany. À peine plus de 5000 habitants. Le genre d'endroit où tout le monde se connaît. Le 23 juin, une voisine signa une odeur suspecte. La police intervient pour ce qui devait être une simple vérification de routine. Ce qu'ils découvrent va bouleverser toute la communauté, 6 corps, dont 4 enfants, dans un état de décomposition avancé. Si avancé qu'il faudra attendre l'autopsie, 2 jours plus tard, pour confirmer officiellement leur identité. Personne n'avait eu de nouvelles de cette famille depuis des semaines. Les victimes, Harper, 13 ans. Hudson, 11 ans. Gavin et Grayson, des jumeaux de 10 ans. Leur mère, Sarah Meyers, 44 ans, avait la garde exclusive des 4 enfants depuis son divorce avec leur père, Brady Armor, installé dans l'Utah. Sarah vivait dans le même immeuble que sa propre mère, Amy Steedman, 64 ans, mais dans un appartement différent. Et c'est là que l'histoire bascule dans l'horreur. Que l'enquête a révélé, selon les enquêteurs, tout commence autour du 5 juin. Un nouvel accord de garde venait d'être signé. Les 4 enfants devaient passer 2 mois de l'été avec leur père, dans l'Utah. Mais Sarah Meyers et sa mère semblaient convaincus que les enfants seraient en danger là-bas. Une lettre manuscrite, signée du nom d'Amy Steedman, sera retrouvée par les enquêteurs. Son auteur y assume la responsabilité des faits, affirmant avoir agi pour protéger les enfants d'abus qu'elle disait redouter dans l'Utah, et reconnaissant, dans les mêmes lignes, que les choses ne se sont pas passées comme prévu. Les enquêteurs retracent alors les déplacements d'Amy Steedman, plusieurs pharmacies visitées dans les jours précédant le 10 juin, où elle récupère ses propres médicaments, mais aussi une grande quantité de somnifères en vente libre. Le chef de la police, Bill Rabbit, est formel. Les échanges entre Sarah Meyers et sa mère décrivent un véritable plan. Où se procurer les médicaments? Où faire agir? Comment les administrer? Comment réunir les enfants sans éveiller et soupçon? Les messages qui glacent le sang. Dans un échange, Sarah Meyers indique à sa mère que les médicaments doivent être administrés entre 10h30 et midi, pour que tout soit terminé avant un appel vidéo prévu à 18h avec le père des enfants. Mais en fin de matinée, quelque chose ne se déroule pas comme prévu. Un message est envoyé, ça ne marche pas. On a besoin d'une autre solution. Les enquêteurs retrouveront également un message de Grayson, l'un des jumeaux, écrivant « Pourquoi vous avez fait ça? Vous ne me laissez même pas vomir », avant de décrire une douleur grandissante au ventre. Plus tard dans la soirée, un dernier message d'Amy Steedman, Gracie est au courant. Il semble que la fillette ait compris ce qui se passait. Et que son frère jumeau, Gavin, ait tenté de se défendre. C'est à ce moment-là, selon la police, que l'une des 2 femmes l'aurait poignardé à plusieurs reprises. Que les recherches Internet révèlent, l'historique de recherche d'Amy Steedman, récupéré par les enquêteurs, est glaçant. Effet de certains médicaments, réaction à l'insuline chez les personnes non diabétiques, fonctionnement du système judiciaire de l'Utah. Mais aussi, selon le chef Rabbit, des recherches bien plus explicites. Quel est l'endroit le plus mortel pour poignarder quelqu'un et où se trouve la carotide? Des fichiers appartenant à Sarah Meyers montrent également des photos présentées comme des preuves de blessures, ainsi que des documents manuscrits évoquant des maltraitances. Brady Harmon, le père, a toujours nié fermement toute accusation d'abus. La police affirme n'avoir pu confirmer aucune de ces allégations de manière indépendante. Les occasions manquées. Le 13 juin, des policiers s'étaient rendus sur place pour une vérification de routine. Ils avaient frappé à la porte de l'appartement d'Amy Steedman, sans savoir que toute la famille se trouvait en réalité dans celui de Sarah Meyers. Personne ne répond. Un voisin interrogé affirme avoir vu les enfants récemment, en bonne santé apparente. L'information est transmise. L'enquête s'arrête là. Il faudra attendre 10 jours de plus et une odeur suspecte signalée par un voisin, pour que la vérité éclate. Analyse, le système a-t-il failli? Cette réponse est envoyée le 5 juin. Le jour même où, selon la police, la mère et la grand-mère commençaient déjà à planifier les meurtres. Le 8 juin, Harmon envoie un long message plein d'espoir, décrivant les activités qu'il prévoit pour ses enfants. Sarah répond simplement qu'elle va leur en parler.
Puis vient le mercredi 10 juin, le jour du drame. Un appel vidéo est prévu. Vers 13 h, un message arrive, les enfants ont une petite gastro, ils vomissent. On peut décaler l'appel à demain. À ce moment précis, selon l'enquête, les enfants venaient probablement de recevoir une dose massive de somnifères. Harmon répond simplement qu'il comprend, qu'il espère qu'ils se sentent vite mieux. Le lendemain, aucune réponse. L'appel prévu ne décroche jamais. La dernière connexion de Sarah Meyers sur l'application date du 10 juin, 17h06. Il faudra encore 12 jours avant que les corps ne soient découverts. Épilogue, le 1er juillet, jour où il devait accueillir ses enfants pour un été plein de projets. Brady Harmon s'est rendu à l'aéroport le lendemain, pour récupérer leurs cendres. Lui et sa famille les ont dispersés au sommet d'une montagne. Amy Steedman et Sarah Meyers ne comparaîtront jamais devant un tribunal. Elles ont mis fin à leur jour après avoir commis l'irréparable. Cette affaire continue d'être documentée par les enquêteurs, notamment sur le plan médico-légal, avec des résultats toxicologiques encore attendus. Elle soulève une question qui dépasse ce seul drame: combien de signaux d'alerte existaient déjà, et combien auraient pu, peut-être, changer le cours des choses? Si cette histoire vous a marqué, dites-le nous en commentaire, abonnez-vous pour suivre nos prochaines enquêtes, et partagez cette vidéo.